Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina. Il est le président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Il fait partie de la majorité présidentielle depuis l'élection présidentielle de 2015. Vous l'aurez compris, Bénéwende Stanislas Sankara est avec nous. C'est son deuxième passage sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Maître Sankara, bonsoir à vous. Bonsoir Ismaël, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. La question naturelle que j'ai à vous poser pour commencer cette émission, est-ce que vous allez bien? Ismaël, vous le constatez vous-même. Ceux qui me regardent savent que Maître Sankara se porte très bien. Maître Sankara se porte très bien. Mentalement aussi. Mentalement. Attends, voilà qui est clair. Alors, j'aimerais bien qu'on aille dans le vif du sujet. Vous êtes le premier vice-président donc de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a plaidé en faveur de cet appel à mobilisation des députés à hauteur de 1 million par député pour mobiliser 127 millions d'ici la fin de l'année pour soutenir les forces de défense et de sécurité? D'abord, il faut saluer la convocation de la session extraordinaire qui s'inscrit légalement dans le cadre des dispositions constitutionnelles, l'article 88. Et de deux, il faut aussi retenir que cette session extraordinaire a été convoquée de par, bien sûr, la volonté du président de l'Assemblée nationale, qu'il a suggéré à la conférence, qui a adopté l'ordre du jour à l'unanimité. Est-ce que les députés étaient impatients que cette session se tienne face à la recrudescence des attaques contre le Burkina Faso? Les députés, a priori, n'étaient pas dans la logique d'une session extraordinaire. Parce que la session ordinaire va s'ouvrir le 26. Donc, convoquer une session extraordinaire a été suggéré. Et tout de suite, l'ensemble des groupes parlementaires, donc les 126 députés, le président mis de côté, ont tout de suite adhéré à l'idée de la conférence des présidents. Et effectivement, à partir du 12 septembre, la plénière s'est réunie et a trouvé que le point unique de la situation sécuritaire au Burkina Faso était une préoccupation de l'ensemble des députés. Et c'est à l'issue de la discussion que vous avez opté de donner aux forces armées nationales donc la somme de 127 millions en raison d'1 million par député. Alors, j'arrivais parce que, en fait, cette offre de l'Assemblée nationale est la résultante d'abord du débat, mais aussi la prise de conscience de chaque député qui est que nos forces de défense et de sécurité ont véritablement besoin du soutien de l'ensemble du peuple, des amis du Burkina Faso. Donc, pour donner un signal fort, les députés, tout de suite et maintenant, ont accepté de cotiser à hauteur de 1 million de francs chaque député. Mais je dois vous dire que cette cagnotte est véritablement une goutte d'eau dans la mer quand on regarde les propositions de l'ensemble du Parlement à la fin des travaux de la commission ad hoc que j'ai eu l'honneur de présider. Quelle est la méthode retenue? Chacun donne de sa poche ou on fait une retenue à la source? Non, c'est serait une retenue à la source sur les émoluments des députés, cela a été dit. Bientôt, nous irons en session ordinaire, les députés auront des émoluments, ça sera retenu, mais avec leur consentement, puisqu'ils ont accepté ce sacrifice-là. Alors 127 millions, c'est dérisoire, vous l'avez vous-même reconnu tout à l'heure, face aux besoins des forces armées nationales. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur la loi de programmation militaire pour allouer le maximum de budget pour l'équipement de nos forces de défense et de sécurité? Ça a été une recommandation forte également parmi les 14. Vous verrez que l'Assemblée nationale a proposé à l'exécutif de tout faire pour que la loi de programmation, de même que le PSR, soit respectée de façon rigoureuse. Une loi est votée pour être appliquée. Maintenant, les ressources, on va les trouver où? L'Assemblée a proposé, par exemple, l'élargissement de l'assiette de l'impôt. Ah, vous voulez qu'on augmente les impôts au Burkina? Ah si, on est obligé. Alors déjà, dans une économie chancelante et tout ça, est-ce que les Burkinabés vont vous suivre dans cette logique? On dira que les députés sont dans de bonnes conditions, ils ne pensent pas au peuple éventuellement. C'est ça l'effort de guerre. C'est le sacrifice qu'il faut payer. Déjà, des hommes et des femmes paient de leur vie. Ce n'est pas le contribuable à qui on va demander de sa poche qui va être réticent.
Et cet impôt, vous visez particulièrement qui ou Non. quel secteur d'activité? Nous n'avons pas, a priori, visé des produits déterminés. Nous avons demandé au gouvernement d'en tenir compte. Et comme bientôt c'est une session budgétaire, si le gouvernement a des formulations, une nomenclature, eh bien on pourra en discuter. Sinon, par exemple, il y a des propositions. De plus en plus, on tend par exemple à vouloir imposer la téléphonie. C'est par exemple une piste. Mais je dis et je répète que ce n'était pas la préoccupation des députés, c'est de poser le principe et ensemble on discutera et on verra ce qui y va de l'intérêt de notre peuple. On reviendra tout à l'heure donc sur les plans d'urgence proposés tels que vus par l'Assemblée nationale. Mais je voudrais qu'on fasse une escale sur la session extraordinaire elle-même. Comment vous pouvez expliquer, vous en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il y ait une fuite sur les propos tenus par un ministre au cours de huis clos? Je pense qu'il ne faut pas dramatiser ce qui s'est passé. Il ne faut pas dramatiser. D'abord, c'est une première, comme on a à cet exercice de huis clos. De deux, nous autres qui étions là avons constaté que ce n'était pas un huis clos trop rigoureux, puisque en dehors des députés et des ministres, d'autres personnes avaient aussi accès. Mais il n'y avait pas de compromis sur le secret des délibérations ou encore de tout non, ce non, qui non, allait il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de préalable à ce huis clos? Non, je veux dire, il y a eu des préalables. Le préalable était de savoir est-ce qu'il fallait aux portes récupérer par exemple les portables de tout le monde. Mais après le débat, on a pensé que chacun était suffisamment responsable et conscient des enjeux à telle enseigne qu'on n'avait pas besoin de cela. Donc les gens pouvaient utiliser leur téléphone pendant les auditions? Non, personne n'en a utilisé, en tout cas pas officiellement. Mais je dis, les portables, les téléphones étaient avec les propriétaires à l'intérieur. Donc c'est une faille de l'Assemblée que de n'avoir pas pris toutes les garanties pour qu'on puisse avoir un secret autour de tout ce qui a été discuté. Ce n'est pas une faille. C'est pas une faille. En fait, il ne faut pas confondre le huis clos de la confidentialité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le huis clos suppose que ce n'est pas un débat public. C'est ce que ça veut dire. Mais le mot qui a été lâché dans l'opinion, qui donc montre là une non-maîtrise certainement de certains dossiers militaires, c'est suffisamment grave pour un pays en guerre quand même. Attends, le mot c'est lequel? Infanterie, vous l'avez entendu, ou bien vous ne pensez pas que c'est vrai ce qui a été dit dans la presse ou dans les réseaux sociaux? Mais monsieur Ouedraogo, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas véritablement cet aspect des choses qui entache la sérénité des débats. Vous confirmez qu'il y a des gens, enfin, il y a un ministre qui a tenu ces propos-là au cours d'une session à huis clos? Non, je le confirme, mais je dis que parler d'infanterie et essayer de donner une définition qui n'est certainement pas la définition militaire n'enlève en rien à la sérénité des débats. Cela ne démontre-t-il pas une carence éventuelle? Non, ça n'a rien à voir avec la carence, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai vu, je crois, sur Wikipédia, que le ministre avait même raison. Quand vous poussez jusqu'à la racine du mot, à son origine, le ministre avait raison de parler d'enfants. Mais en réalité, on a enlevé, dans son contexte, le raisonnement du ministre. En réalité, le ministre voulait dire que, et il répondait à un député qui s'offusquait de ce que c'est des plus jeunes qui meurent. Et le ministre voulait simplement dire, à l'armée, ils vont, particulièrement les plus jeunes. C'est ce que le ministre a voulu dire. Et il a voulu simplement parler d'infanterie. Pour dire, je crois, en termes militaires et dans les combats, souvent c'est l'infanterie qui est en première ligne. Et ce sont les enfants qui meurent. C'est ce que le ministre a voulu dire. En quoi c'est ridicule? Donc vous pensez que c'est un débat qui n'avait pas lieu d'être au niveau de l'opinion? Aucun mot ne devrait en principe fuiter. Ça, ok. Mais même si ça arrivait, je dis, le principe du huis clos était que, en toute responsabilité, tous ceux qui étaient engagés dans le débat n'avaient pas le droit d'exposer le Burkina Faso en livrant des informations qui tombent sous le coup de la haute trahison. Sommes-nous dans... Ah, vous parlez de haute trahison? Voilà. Parce que, pour me résumer, nous avons par exemple un rapport général.
Dans le rapport général, il y a un certain nombre d'éléments d'information qui ont été donnés par les différents ministres que nous n'avons pas livrés à l'opinion. Nous avons livré à l'opinion simplement un rapport de synthèse sur des actes, sur des pistes de réflexion. Mais les détails, vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qui prouve que les détails ne vont pas se retrouver dans l'opinion dans les jours à venir, Oui. du moment où les divergences politiques ont pris le pas même sur peut-être l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui tel que ça se présente? Non, à ce stade, je ne vois pas. Le rapport de synthèse, de toutes les façons, a été distribué. Vous verrez que ce sont des pistes de réflexion qui ont été posées et ça n'entame en rien au secret défense. Vous parlez de haute trahison. Vous voulez dire aujourd'hui clairement que la politique a pris le pas sur tout? Les gens veulent tellement montrer leurs appartenances politiques qu'on ne pense plus à la nation? Mais bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, nous avons été, au contraire, émerveillés par la cohésion du Parlement. Aussi bien l'opposition que la majorité, tous les députés, en tout cas, ont eu la même position, ont eu la même attitude, et c'est ça qu'il faut saluer. Donc, c'est un consensus qui prouve que l'unité nationale ici est préservée, en tout cas au Parlement. Donc vous pensez que ça ne vient pas d'un député? Non, je ne saurais le dire. Mais en entendant, en tout cas, si c'est cet aspect uniquement des choses, ça n'entame en rien, en tout cas à la sérénité des débats que nous avons eu à l'Assemblée. Alors, 10 propositions d'urgence ont été dévoilées par le président de l'Assemblée au cours d'une conférence de presse. Je voudrais qu'on fasse une escale sur trois aspects. D'abord, la question de la loi sur donc, les pupilles de la nation, le statut des pupilles de la nation, notamment les militaires qui sont tombés, les veuves et les orphelins. Il y a aussi donc la loi de programmation militaire. L'Assemblée a souhaité que l'on arrive à faire respecter, moi j'en ai combiné ces 2 points en un, parce que ça va de pair. Alors est-ce que l'Assemblée, en disant clairement qu'il faut respecter tout ce qui a été pris comme loi, n'a pas failli? Parce que c'est à l'Assemblée nationale de faire le contrôle de l'action gouvernementale, de mettre la pression sur le gouvernement pour que ce qui a été voté soit respecté. Est-ce que c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous ne jouez pas vraiment ce rôle d'arbitre? Non, pas du tout. En fait, si vous prenez le cas de la loi CNT sur la prise en charge des victimes, vous avez même suivi que le gouvernement a été interpellé plusieurs fois, pas seulement par l'armée. Ça fait 2 ans et demi que des Burkinabés meurent. Oui, je veux dire pas seulement par l'armée, même la société civile, des associations, des voix se sont élevées pour exiger la prise en charge de ces victimes-là. N'oubliez pas aussi que des actes ont déjà été posés. Même l'Assemblée nationale, dont ce n'est pas le rôle constitutionnel, est même intervenue pour que des blessés, notamment de l'insurrection, aient des prises en charge. Donc, le processus est en cours. Mais ce que nous avons déploré, c'est l'absence d'un décret d'application. Et l'explication, c'est que la loi CNT a été une proposition de loi et non un projet de loi. Ce qui a fait que, d'un point de vue administratif, ça traînait. Mais l'esprit de la loi a été tel qu'aujourd'hui, l'exécutif prend des dispositions, des engagements pour y faire face. Oui. Maintenant, quand vous parlez de la loi de programmation militaire, il s'agit là d'un problème de ressources en réalité. Oui. On s'est rendu compte que la masse d'argent qu'il faut mettre en exécution de cette loi est suffisamment énorme. Oui. Mais nous pensons que dès lors que la loi a été votée, c'était en connaissance de cause. Le gouvernement devrait en tout cas trouver les moyens, notamment financiers, pour que la loi soit exécutée. N'est-ce pas là un grave problème de gouvernance au Burkina Faso? Ce n'est pas un problème de gouvernance. Surtout que ça fait 2 ans quand même que le Burkina... Est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui, avancer cet argument de manque de ressources? Ah si. Ça veut dire qu'on n'a pas pris au sérieux la question sécuritaire. On peut parler d'un problème de ressources, puisque chaque année on élabore un budget, il y a une loi budgétaire qui circule, et ensuite on discute, on arrive à avoir une orientation en fonction... Mais c'est en connaissance de cause que cette loi est votée tout de même. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas un problème de gouvernance. Parce que la loi a été votée en connaissance de cause, ce n'était pas, en tout cas... En connaissance de cause, donc on doit être sûr qu'on aura les ressources quand on vote une telle loi. Oui, c'est pourquoi je vous dis, la loi a été votée en connaissance de cause, avec une segmentation. Par exemple, si vous prenez 2017,
ça a été exécuté à hauteur de presque 60 milliards. Donc, l'État a trouvé des ressources. Mais face aux besoins actuels, consécutivement aux attaques ponctuelles, eh bien, il faut revoir cette loi. C'est ce que nous disons. Mais, dans les débats, on s'est rendu compte que si la loi était déjà appliquée, eh bien, il y aurait certainement des résultats palpables. Donc, nous recommandons au gouvernement de trouver les moyens, les ressources nécessaires pour que la loi soit tout de suite et maintenant applicable. Une nouvelle loi de programmation militaire donc, va être débattue dans les semaines à venir. Est-ce qu'à ce niveau, l'Assemblée nationale compte user de tout ce qu'elle a comme pouvoir afin que le gouvernement donne les moyens nécessaires aux forces armées nationales? C'est notre objectif. Déjà, si vous regardez in fine les recommandations, oui, nous avons suggéré la mise en place d'un comité de suivi. Ce comité peut être bilatéral pour exercer une espèce de pression sur le gouvernement. Mais en réalité, le problème n'est pas aussi de faire une pression pour une pression. Le problème, c'est de trouver les ressources. Comment? Le PNDS a été conçu dans cette optique-là. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous regardez le thème des journées parlementaires du MPP, c'est face aux défis sécuritaires, comment arriver à réaliser le PNDS. Ça veut dire que le gouvernement est aujourd'hui conscient que malgré les attaques, malgré la guerre qu'on a imposée au Burkina Faso, il y a des défis de développement économique et social. Mais si l'armée, parce que c'est là la priorité, si les Burkinabés ne vivent pas en paix et dans la tranquillité, on ne peut pas se développer, il faut forcément trouver en tout cas une issue heureuse pour que déjà on puisse relire la politique nationale de défense et de sécurité. C'est d'ailleurs le numéro 1 de nos recommandations. Il faut procéder à des réformes dans l'armée et puis les autres mesures vont suivre. Alors le point 8 notamment porte sur l'institution d'un plan d'urgence de toutes les régions qui sont touchées à l'image de ce qui est fait actuellement au Sahel. Alors est-ce qu'il n'était pas opportun pour l'Assemblée d'abord de faire l'état des lieux du plan d'urgence au Sahel? Parce qu'au niveau du Sahel, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. Tout à fait. Vous verrez d'ailleurs que dans cette recommandation, on a même demandé au niveau des députés qu'on érige le plan d'urgence pour le Sahel un établissement public qui aura une autonomie et qui sera même siégé, qui aura sa base, son siège au Sahel. De façon à ce que l'exécution, parce qu'aujourd'hui, moi je dis souvent le puce là, c'est comme si c'était quelque chose de virtuel, dissous, dissimulé à travers plusieurs ministères. Oui. Il faut arriver effectivement à montrer que ce programme-là a de la consistance. Et tout ce qui est mis dedans, ça profite aux populations. Avec un organe... C'est énorme, près de 400 milliards de francs CFA. Avec un organe de gestion qui rend compte dans les règles de la comptabilité publique. C'est ce que l'Assemblée a proposé. Donc, on est parfaitement d'accord en phase avec ce que vous dites. Alors, l'autre point également, c'est le point 10 qui porte sur la construction de clôtures au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie. Est-ce là une proposition de la hiérarchie ou c'est vous-même qui avez trouvé opportun d'en arriver à cette proposition-là? D'abord, l'Assemblée nationale, à travers certaines commissions ad hoc, avait relevé que c'était une faiblesse de voir que beaucoup d'édifices publics, notamment en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, vous avez les commissariats de police, vous avez les postes de douane, de gendarmerie. Pour la petite boutade, un député faisait observer que si vous partez à Ouayouga, depuis 1958, la gendarmerie est à gauche, pour ceux qui ont quitté Ouaga, mais jamais de clôture. Donc, l'attaque ennemie est très facile. C'est-à-dire qu'il y a une accessibilité directe aux hommes, comme on le dit. Mais s'il y a des clôtures, déjà ça délimite, ça sécurise et ça permet au personnel militaire, en tout cas, de... Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant éventuellement? Parce que quand les gens sont confinés à l'intérieur et qu'il y a une attaque, peut-être il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'issue de secours éventuel. Non, je pense que c'est les professionnels qui ont soutenu qu'il faut des clôtures. Sinon, vous prenez aussi les écoles.
Je donne un Dans exemple. le Sahel, les écoles n'avaient pas de clôture. Pas seulement au Sahel. Hein. Un exemple à mi-temps quand les écoles étaient touchées par le terrorisme. Pas seulement au Sahel, mais je veux dire dans le principe, il faut clôturer, en tout cas, les écoles, les postes de gendarmerie, de commissariat. Et ce qui est intéressant dans notre recommandation, nous disons, pour accompagner le gouvernement, on pourrait peut-être revenir sur les travaux d'intérêt commun, par exemple, pour aider les communes, les municipalités à faire ces clôtures-là. Est-ce que les Burkinabés sont aptes à le faire quand on se rend compte que le gouvernement lui-même ne fait pas assez en matière de réduction du train de vie de l'État? Ben, c'est vous qui le dites. Et vous pensez le contraire? En tout cas, moi je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits, notamment dans l'assainissement des finances publiques, notamment même dans le train de l'État, et cela aussi se ressent d'une manière ou d'une autre dans la conduite des affaires au plus haut sommet. Donc, si vous avez une opinion contraire, je ne peux que la respecter. Mais ce n'est pas mon avis. En tout cas, ce n'est pas votre avis. Le 29 septembre 2018, dans la rue, l'opposition compte dénoncer justement donc ce manque de réduction du train de vie de l'État depuis que le MPP et ses alliés sont au pouvoir. Est-ce que cette marche annoncée vous donne des insomnies? Pas du tout. Pas du tout. Vous m'avez demandé à l'entame de cette émission si je me portais bien. Je vous ai dit assurément que je me portais bien. Côté santé, peut-être oui, mais vous dites côté politique, ça peut être difficile à tenir pour vous dans les jours à venir, sait-on jamais. Ah oui? De par la marche meeting de l'opposition. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, oui. Mais ce que moi j'ai comme pressentiment, la marche du 29 septembre prochain annoncée par l'opposition politique n'est pas la préoccupation, en tout cas de la grande majorité des Burkinabés, en tout cas des Ouagavillois. Ce n'est pas la préoccupation de notre peuple. Vous pensez? Notre peuple aujourd'hui a des préoccupations ailleurs. C'est la rentrée. Les parents d'élèves sont déjà préoccupés par justement ces questions fondamentales. Des questions d'avoir des routes, des questions d'avoir de l'emploi, des questions en tout cas qui sont liées intimement à la vie de chaque Burkinabé. Aujourd'hui, marcher dans un contexte séculaire difficile que nous sommes tous en train de déplorer pour dénoncer une gouvernance en disant le chef de l'État a été élu pour 5 ans, à mi-mandat, eh bien, nous voulons qu'il démissionne parce qu'il gère mal le pays. Pour moi, c'est une courte échelle. Il faut le dire haut et fort. Une courte échelle? Ah si, il faut le dire haut et fort. Les mots ne sont pas de moi. Quand M. Diablé-Zéphérin dit que s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à rendre leur démission en fait des élections anticipées. Mais je l'ai reçu la semaine dernière, il a dit qu'il n'était pas forcément favorable à des élections anticipées. Mais il veut quoi? Alors là, donc vous comprenez, s'il n'y a pas d'élection anticipée et vous demandez à quelqu'un qui est démocratiquement élu de rendre sa démission, vous ouvrez quoi? Vous vous rappelez qu'il y a 3 ans, vous avez lutté pour faire partie Blaise Compaoré, il était démocratiquement élu aussi. Oui, mais sur la base d'une règle cardinale qui était de ne pas modifier l'article 37 de la Constitution. Aujourd'hui, il est question de la gouvernance du pays, qui, selon l'opposition, est le pays qui n'est pas sur le bon chemin. Monsieur Ouedraogo, vous me donnez raison dans mes propos. Si telle est justement l'intention de l'opposition politique, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 2014, réitérer une insurrection dans notre pays, le Burkina Faso, post-insurrectionnel, où effectivement le président était démocratiquement élu, alors là, il y a un putsch. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et là, vous ne serez pas d'accord avec Jamais. Je suis un démocrate. Et je l'ai toujours été. Et je le serai. Vous avez dit que la priorité des Burkinabés, c'est d'avoir entre autres des routes, des écoles, préparer bien donc la rentrée scolaire. Prenons 2 exemples. La route qui passe devant le CIAO. Vous voyez un peu l'état catastrophique de la voie. La route qui passe devant l'hôpital Algado également, qui ne finit pas depuis plus de 3 ans. Bref, avec toutes ces infrastructures mal réalisées, mal faites aujourd'hui, est-ce que les populations n'ont pas raison de manifester véritablement leur désarroi? Oui, mais est-ce que vous avez posé la question au milieu des infrastructures qui vous dit que ces routes-là ne sont pas programmées pour être refaites? On ne saurait être indéfiniment dans la programmation. Mais c'est pour ça qu'on s'est battu pour qu'il y ait des changements. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la démocratie a un intérêt. Parce que si les Burkinabés, à terme d'un mandat, ne sont pas satisfaits du bilan du président Lokman Christian Kaboré, ils vont voter autre personne qui va faire rêver.
Ça, c'est clair. Népotisme. Mais pourquoi fermons-nous aussi les yeux sur ce qui est fait? En 2 ans et demi, pourquoi on ferme les yeux sur les réalisations du PNDS en 2 ans et demi? Prenons l'exemple. Soyons honnêtes aussi. Prenons l'exemple de la route qui passe devant le CAO. Pour ne prendre que cet exemple, à la réception de cette voie, le Premier ministre avait dit que ça faisait partie du PNDS. Est-ce que là, ce n'est pas une catastrophe du PNDS qui est donnée à voir aux citoyens à partir de cette circulaire-là? C'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, il y a d'autres exemples aussi qu'on pourrait prendre. Lesquels, par exemple, selon vous voyez que la route de Dapoya est en train d'être faite. Vous voyez qu'à Bobo Dioulasso, c'est parce qu'on cantonne le débat sur Ouagadougou. Des voies ont été refaites. Vous voyez qu'il y a beaucoup de routes nationales qui aujourd'hui ont connu en tout cas du bitume. Vous voyez qu'au niveau de la santé, beaucoup, en tout cas, d'efforts ont été faits. La gratuité des soins de santé pour les enfants de 5 ans et les femmes enceintes, beaucoup trouvent aujourd'hui que dans la mise en œuvre, il y a beaucoup d'obstacles sur le terrain. Non, il y a des insuffisances, certes. Que vous reconnaissez sans doute. Si, il y a des insuffisances dans toute mise en œuvre d'une politique, mais on les corrige au fur et à mesure. Et quand vous posez la question aux bénéficiaires, qui ne sont pas justement ceux-là qui dorment dans des villas climatisées, ils vous diront qu'ils ont en tout cas apprécié. Et je crois qu'une politique, en tout cas dirigée vers les couches les plus démunies, une politique qui a un caractère social, ça doit être à destination de la santé, de l'éducation, des emplois. À vous entendre, la marche du 29 n'aurait pas dû avoir lieu selon vous. Mais bien sûr, je vous dis que cette marche-là, elle est vraiment inopportune. Si c'était une marche que l'opposition a appelée pour soutenir les forces de défense et de sécurité, qui aujourd'hui effectivement en ont besoin du soutien de notre peuple, moi j'allais applaudir. Mais ils ont lancé un appel à contribution pour les forces de défense et de sécurité. Mais justement, ils essaient de se rattraper. Mais sous-jacent, c'est-à-dire l'idée qui est à la base là, c'est de dire, eh bien, travaillons à ce que ce pouvoir-là tombe. Comme quelqu'un l'a dit, poussons le pouvoir à cohabiter avec nous avant même l'échéance, parce qu'ils sont incapables. Cohabiter concrètement en faisant. Vous pensez qu'il y a des opposants qui veulent un gouvernement d'union nationale? Certains veulent rentrer dans la gestion du pays actuellement? Mais pourquoi pas? Est-ce que c'est ce que vous savez dans les... S'il y a une crise, aujourd'hui s'il y a une crise, puisqu'il y en a qui parlent de démission, s'il y a une crise, on va aboutir à quoi? D'ailleurs, ils l'ont tenté au début, à l'entame même du mandat du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que vous avez des alliances que certains qualifient de contre nature. Quand l'UPC et le CDP se retrouvent ensemble, alors qu'ils se sont combattus, comme l'UNI-PS l'a été au niveau du CEFOP, a combattu le CDP. Aujourd'hui, après des élections démocratiques, comment peut-on recomposer le paysage politique en tenant compte justement de notre passé historique? C'est là où il y a le problème, c'est là où le bas blesse, et c'est là aussi où on comprend les intentions des uns et des autres. Et il faut le condamner quand on veut que la démocratie burkinabé s'enracine, prenne force, consolide les acquis pour des générations futures. Certains vous direz qu'ils ont le droit d'aller où ils veulent, non, naturellement. Ce n'est pas un problème de droit. Vous parlez d'histoire, vous parlez du passé récent de ce pays. Certains vous diront mes intérêts me guident vers telle ou telle personne. Tout comme vous qui êtes à la majorité aujourd'hui, suffisamment critiqué, vous le savez bien. Monsieur Ouedraogo, il y a moi mon intérêt, mais il y a l'intérêt de tout le monde. Quand moi mon intérêt peut nuire à l'intérêt général, je laisse pour moi tomber. Je suis comme ça. Les autres, je ne connais pas. Mais je vous dis aujourd'hui, si tout le monde est d'accord pour dire que le Burkina Faso est vraiment attaqué, le Premier ministre dit, nous sommes en guerre, parce qu'on nous a imposé une guerre terroriste. Moi, homme politique, je ne vais plus regarder mes intentions personnelles, mon ambition politique. Je vais regarder avant toute chose ce Burkina Faso qui est debout. Est-ce que le Premier ministre lui-même n'est pas inconséquent? Il rencontre la place politique, l'opposition pour dire travaillons ensemble, faisons avancer le pays. Et le lendemain, il se retrouve à une rencontre du MPP pour dire qu'ils seront dans l'opposition dans 50 ans. Est-ce que ce n'est pas une manière de les narguer de façon indirecte? Bon, moi, mon appréciation est que le Premier ministre a dû s'exprimer par rapport à l'attitude de l'opposition.
une opposition... Donc vous justifiez les propos du Premier ministre? Si, j'essaie. Je ne suis pas le Premier ministre. C'est lui seul qui est placé. Vous êtes ensemble dans la majorité. Ah, tout à fait. Mais je vais dire, si vous m'avez suivi, vous allez comprendre que la logique du Premier ministre est qu'une opposition responsable, républicaine, qui veut la conquête du pouvoir d'État, va dans le sens de ce que son peuple veut. Un parti politique... Mais il doit être cohérent, le Premier ministre. Il ne doit pas du jour au lendemain changer d'avis envers même cette même opposition qu'il a eu à rencontrer la veille. Non, il n'a pas changé de position. Il est resté toujours Premier ministre. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi politique, c'est-à-dire qu'il appartient à un parti politique qui est le MPP. Alors, évoluons dans l'émission et puis revenons donc sur la marche de l'opposition. 14 points ont été soulevés. On parle de népotisme, crise du logement, corruption, économie en berne, justice instrumentalisée, incivisme, réconciliation en panne. Tous ces éléments ont été soulevés dans les 14 points qui sont à l'origine de la manifestation du 29. Est-ce que vous reconnaissez dans ces différents points qui ont été soulevés par l'opposition? Vous savez, l'UNI-PS a toujours prôné pas seulement une alternance. L'UNI-PS a toujours prôné une alternative, une véritable rupture. Et cette rupture post-insurrectionnelle à laquelle l'UNI-PS est arrivée n'est pas venue. Parce que les Burkinabés eux-mêmes n'étaient pas prêts, après 27 ans de gestion du pouvoir par M. Blaise Compaoré, où tous ces mots qui sont cités par l'opposition là, ont en réalité été exacerbés par le régime Compaoré là. Ce n'est pas en 2 ans et demi qu'on peut les effacer dans le mécanisme. Vous accusez le peuple de ne pas savoir ce qu'il veut finalement? Le peuple sait ce qu'il veut. Ah si. Mais vous dites que le peuple n'était pas prêt. Non, le peuple n'est pas prêt pour une gouvernance alternative comme l'UNI l'a proposé. C'est ce que je dis. La preuve, c'est que moi, en tant que candidat, j'ai eu 2,77%. Le peuple a choisi le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc le peuple... Est-ce que vous pensez que le peuple a fait une erreur dans son choix? Le peuple n'a pas fait d'erreur. Ah non, c'est la marche historique de notre peuple. Et il faut s'adapter à la marche historique de notre peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes en alliance avec le MPP, parce que nous avons compris qu'il faut faire chaque pas avec le peuple. Pas d'alliance contre nature? Pas du tout. La social-démocratie et bien sûr le projet de société de l'UNI-PS, eh bien, nous sommes tous dans le même panier. Beaucoup trop paradoxal que vous retrouvez avec le MPP, qui a des responsables qui ont travaillé pendant pratiquement les 27 années de pouvoir de Blaise Compaoré. Vous parlez des responsables. Moi, je parle du parti politique qui a une idéologie, qui a une vision. Un parti politique qui est porté par des responsables. Ça, c'est important de préciser. Oui. Là, c'est des individus. Parce que le MPP, vous enlevez Simon Compaoré, vous enlevez Roch-Marc Christian Kaboré. Qu'est-ce que vous reprochez à eux? Absolument, moi je n'ai aucun reproche à leur endroit. Mais nous parlons de du fait qu'ils aient été pendant 27 ans à Blaise Compaoré avant de partir. Ils l'ont quitté. Oui. Ils l'ont quitté, ils nous ont rejoints. Ça veut dire que... Vous pensez qu'ils ont vraiment changé? En tout cas, je constate beaucoup de changements. Ah oui. Si le MPP n'était pas né en 2014, peut-être que Blaise Compaoré était encore au pouvoir. Vous en êtes sûr? Ah si. Cette opposition départ les manifestations populaires n'aurait pas pu... Mais n'oubliez pas, M. Ouedraogo, Norbert Zongo, lui-même avait dit que le changement viendra de l'implosion du CDP. C'est ce qui est arrivé. C'était une prémonition. Alors, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes que le CDP, l'ADF-RDA, profite de cette manifestation-là pour se venger de vous? Ah, donc vous me rejoignez quand je parle de revanchard? Moi, je vous pose la question, c'est à vous de répondre. Pourquoi? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je crois que les partis que vous avez cités sont des partis responsables. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est leur droit. Ils ont même obtenu l'autorisation du maire de manifester. On respecte leurs droits. Mais nous disons, même si c'est votre droit, ce n'était pas le moment. C'est tout ce qu'on dit. Mais ils sauront bien sûr assumer leur marche, leur activité politique. On a vu une certaine ébullition politique depuis maintenant que la marche de l'opposition a été annoncée. Au niveau de la partie de la majorité présidentielle, chacun mobilise ses troupes et autres. Est-ce qu'on est reparti dans la dynamique de la pré-campagne pour 2020 déjà? Oui, la campagne elle est permanente. Mais je vais simplement dire que chacun avait son agenda. Ça peut être une coïncidence parce que déjà, à l'entame du mois d'octobre, c'est la rentrée politique, hein, pratiquement pour tous les partis politiques. Nous sommes dans ce registre. N'oubliez pas aussi qu'il y a 1 an de cela, sans qu'aucune activité
de marche de l'opposition ait été annoncée, la PMP avait mené les mêmes missions sur l'ensemble des 13 régions. Donc ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'à Bobo-Dioulasso, nous organisons notre activité le 29. Peut-être pour démoraliser éventuellement ceux qui veulent... À Bobo, il n'y a pas de marche. Oui, mais des militants de Bobo auraient pu se déplacer sur Ouagadougou. Mais c'est leur liberté de venir. Je pense que les rues et les routes ne seront pas fermées pour ça. Alors parlons toujours donc de vous, Maître Sankaré et Zéphirin Diabré. On ne comprend plus rien finalement. Apparemment, vous détestez, vous et Zéphirin Diabré. Détester, c'est trop fort. J'étais au siège du CFOP, il n'y a pas longtemps, où j'étais assis à côté de M. Zéphirin pour discuter dans le cadre du DIPD, c'est-à-dire la mission danoise sur le dialogue politique d'ailleurs. Donc, le mot détester est un peu fort. Mais qu'est-ce qui fait nous avons certainement des divergences politiques. Et ces divergences sont apparemment très profondes entre vous. Oui. Parce que vous ne vous faites pas de cadeaux par médias interposés. Ah bon? Il vous a traité la dernière fois de politicard. C'est son point de vue que je respecte. Vous pensez qu'il est allé trop loin? Non, c'est son point de vue. C'est à lui de me juger. Moi, je ne le juge pas ainsi. On a eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Est-ce que c'était sincère finalement? Quand on regarde un peu les prises d'opposition, les prises d'opposition entre vous deux, est-ce que c'était sincère finalement en 2014 quand vous voyez tout le temps ensemble et tout ça? Ah si, c'était plus que sincère. On avait vraiment un combat commun puisqu'il est venu, lui en 2012, avec son parti UPC, trouver une feuille de route tracée. La feuille de route était déjà tracée quand il venait comme chef de file de l'opposition politique. Il a même hésité à être chef de file de l'opposition politique au regard justement de cette feuille de route-là. Et quand nous nous sommes retrouvés à Combisli pour lancer notre appel en tant que député, eh bien, il ne pouvait que continuer la lutte. De toutes les façons, l'histoire nous a démontré qu'il a plutôt été emporté par un courant qui était plus fort que lui. Donc, de ce point de vue-là, une insurrection ne se décrète pas, hein. Ça, c'était le peuple burkinabé qui a pris ses responsabilités. Donc vous êtes fier aujourd'hui d'avoir déblayé le terrain pour Zéphirin Diabré parce que vous avez été le chef de file d'opposition. Tout à fait. Pas pour lui, c'est pour le peuple, c'est pour la démocratie. Ça aurait été quelqu'un d'autre, mais pas pour M. Zéphirin. Mais quelqu'un qui arriverait et qui veut torpiller la démocratie, ça ne va pas marcher. Alors parlons des 100 millions de francs CFA que l'Assemblée donne à Zéphirin Diabré. Est-ce que c'est justifié régulièrement? Bon, je sais que il envoie des pièces justificatives, parce que c'est des décomptes qui sont payés. Et quand il envoie les pièces justificatives, en même temps, il demande qu'on débloque l'autre décompte. Maintenant, ces pièces, est-ce qu'elles sont auditées? Est-ce qu'elles sont conformes? Ça, c'est un autre débat. Alors, M. Benoni Sankara, parlons du nouveau code électoral. Son adoption a créé la polémique. L'opposition qui dit qu'elle n'est pas d'accord par le mécanisme qui a été adopté et tout ça. À votre niveau, est-ce que vous pensez que ce débat, il est faux? Il est faux. Non seulement il est faux, il est malsain. Parce que je vais éviter le mot malhonnête. J'ai eu une fois à m'exprimer en disant qu'un chef d'État qui reçoit en si peu de temps au moins 4 ou 5 fois son opposition et toute sa classe politique autour d'une question comme celle-là, et qui parvient, après consultation, à saisir l'Assemblée nationale, où il y a l'opposition et la majorité, qui de façon consensuelle, les députés de l'opposition n'étaient pas là. Ils étaient là à la conférence des présidents. À la conférence des présidents, mais le jour du vote, ils n'étaient pas là. Oui, monsieur Oueloro, je venais. Mais quand vous participez au débat, oui. Et vous avez des députés de l'opposition qui étaient même les rapporteurs de la commission saisie au fond, la KGDH, qui sont venus en plénière lire le rapport. Mais c'est que vous avez été partie prenante du début jusqu'à la fin au processus. Si au moment de voter, vous pourriez voter contre, vous abstenir, c'est votre liberté. Ça, c'est votre liberté. Mais la loi est passée quand même. Dès lors que c'est devenu une loi, si on est démocrate et républicain, on prend acte et on lutte autrement. On lutte autrement. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Vous voyez, ils avaient annoncé leur manifestation là, suite à ce projet de loi sur le code électoral. Quand l'opposition s'est rendue compte que ça ne marche pas, ils ont laissé et ils ont trouvé
un autre argument, j'allais dire une argutie, la gouvernance. Est-ce que vous voulez dire que l'opposition est en perte de vitesse aujourd'hui et en perte de repères En éventuellement? panne. L'opposition est en panne. C'est-à-dire, il n'y a pas dans l'opposition, là, en réalité, des idées nouvelles, novatrices, susceptibles de parler en termes d'approfondissement de la démocratie. C'est ça le problème. Voyez-vous... Une accusation suffisamment grave tout de même. Voyez-vous, j'ai eu moi la chance, quand je faisais mes pas dans un parti politique, de côtoyer de grands hommes politiques comme le professeur Joël Kizerbo. Nous avons par exemple travaillé dans le cadre du groupe du 14 février. On a produit par exemple des documents comme le mémorandum. Hein, et on sort de cette analyse de la situation ce qui est principal que l'on pose sur la table. C'est comme ça que dans le combat politique, on est arrivé, par exemple en 2009, à exiger un statut pour l'opposition, chose qui n'existait pas, à exiger qu'on respecte la Constitution, et c'est ça qui a mené la question de l'article 37, ainsi de suite. Mais une opposition qui, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, il y a du clientélisme, il y a de la corruption, mais ça c'est des faits divers. Ah bon? Oui. Ah, pour un pays pauvre comme le Burkina? Je vous donne l'exemple. Oui. La corruption, Oui. là. Quand on parle de corruption tous les jours, il y a une loi. Pourquoi les gens ne vont pas dans les brigades de gendarmerie pour dénoncer les corrompus? Pour qu'on les poursuive. Monsieur Ouettoro, je veux dire, une opposition qui s'accommode de cela, naturellement, empoisonne l'atmosphère. Parce que ce que l'opposition cherche, c'est le mécontentement général. Faire de tout bois pour que le peuple se soulève comme il le souhaite, pour qu'on aille à une insurrection, et pour que le gouvernement démissionne, etc., etc. Eux, ils vont venir. Mais faire quoi? Changer peut-être la quel manière est le projet, changer justement, peut-être la manière et quel est ce Burkina. projet qu'il propose au Burkinabé de si extrêmement urgent, rapide, qui ne peut pas attendre dans 2 ans? Alors, le nouveau code électoral, parlons des pièces qui ont été arrêtées, CNIB, passeport et autres. Est-ce qu'il n'y aura pas une exclusion d'une bonne partie des Burkinabés qui vivent hors de nos frontières? J'ai écouté beaucoup de notre diaspora qui se satisfait, qui applaudit cette avancée. D'ailleurs, le groupe parlementaire Burkinlum tiendra ses journées parlementaires sur l'évolution de la loi électorale au Burkina Faso. Vous verrez qu'on a fait beaucoup d'avancées, beaucoup d'efforts. C'est une première. Moi, je pense que dans la mesure où tous les pays tendent vers l'IFU, l'identifiant unique là, nous n'avons pas à multiplier les pièces. La pièce nationale d'identité d'un Burkinabé, c'est d'abord sa pièce maîtresse. Si on commence par là, peut-être que demain, eh bien, on pourrait peut-être trouver la pièce idéale. Mais en attendant, c'est une avancée. Et les Burkinabés de l'extérieur trouvent que ça leur convient. L'opposition a fait également une remarque au niveau de l'ONU, l'Office national d'identification, qui est dans les mains du ministère de l'administration territoriale. L'opposition craint même de fraude massive avec notamment le fichier électoral qui devrait être révisé à partir notamment des SMS qu'on pourrait envoyer à ceux qui ont 18 ans éventuellement. Jetons en attendant, pour ceux qui pensent que l'ONU n'est pas fiable, nos pièces d'identité, nos passeports. Même moi qui suis avocat, ma carte d'avocat, ma carte professionnelle d'avocat, là, c'est fait là-bas. Je connais des gens qui sont à l'ONU, qui ne sont pas dans la majorité. Pourquoi avoir tant de suspicions sur l'ONU? Après l'ONU, parlons de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez la longue lettre donc, qui dénonce la gestion de Newton Ahmed Bari. Il a répondu en demandant donc à l'ASE et à la Cour des comptes de venir investiguer. Vous trouvez aujourd'hui que c'est une crise créée de toutes pièces pour discréditer l'institution et son président? Vous voyez, ce que j'ai commencé à dénoncer, c'est ça qui arrive. On fait de tout bois. On fait de tout bois. L'opposition a des commissaires à la CENI. Ah si. Tout comme la majorité tout et la fait. société civile. Oui. Et le président est issu de la société civile. Ça veut dire tout simplement que vous avez une partie de la CENI, notamment la partie opposition, qui cherche véritablement à bloquer, à freiner le processus électoral pour assouvir son dessein. C'est ça. Parce que si on ne peut pas faire des élections, si on ne peut pas aujourd'hui commencer à poser des actes, alors même qu'on n'est tenu pas des délais,
Ça veut dire qu'on cherche une crise que l'on veut créer. Et qu'est-ce qu'au niveau de la majorité, vous comptez faire finalement? Parce que vous n'allez quand même pas laisser l'institution aller à sa perte. Non, pas du tout. Moi, je pense que l'institution est régie d'abord par des textes. Il faut appliquer les textes. Mais en entendant, on vient d'écouter ce que le président de la CENI vient de dire. On a visé là, au niveau de la PMP. Alors, que répondez-vous, Maître Benoît Sankara, à ceux qui pensent que vous n'êtes pas un vrai sankariste comme Thomas Sankara qui a vécu dans l'humilité, dans la modestie? Je ne suis pas modeste. Je ne suis pas humble. Donc, vous me connaissez Beaucoup pas. disent que Sankara... Moi, Thomas Sankara, oui. Moi, je ne suis pas Thomas Sankara. Oui. Nuance. Moi, je m'appelle Sankara Bienewende Stanislas. Je suis avocat de profession. Nuance. Je ne suis pas Thomas Sankara. Et j'ai toujours dit... Mais Thomas Sankara vous inspire. Ah, tout à fait. Et quand il vous inspire, c'est un exemple. Son exemplarité, c'est à quel niveau finalement qui vous inspire, vous? C'est au niveau Oui. de son discours politique, de son action politique. Et nous avons repris... Et de sa méthode de gouvernance. Et j'arrive. Nous avons repris à notre Oui. compte son discours de 1987, prononcé le 4 août à Bobo Dioulasso, comme étant la base, la philosophie politique du parti. Et c'est dans cela que nous avons élaboré les textes de l'UNIPS et nous avons pu élaborer ce qu'on appelle un programme alternatif sankariste. Il faut le lire pour comprendre. Il y a des sankaristes qui veulent être comme Thomas Sankara, peut-être porter une ceinture, etc. Nous, notre sankarisme se résume à nos textes. Et bien sûr... Donc, votre sankarisme ne se fait pas dans l'humilité? Non, c'est vous qui le dites. Je vous ai demandé, est-ce que je ne suis pas humble? Vous ne m'avez pas répondu. Beaucoup vous disent que Thomas Sankara roulait avec un petit véhicule, alors que vous êtes dans des gros véhicules aujourd'hui et tout attendez ça. Là, il y a combien d'années de cela? Est-ce que du temps de Thomas Sankara, il y avait des V8? Et de deux, est-ce que moi, même si je roulais aujourd'hui en V8, est-ce que je ne roule pas en V8 avec des moyens que j'ai eus à la sueur de mon front? De façon honnête. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, effectivement, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas humble? Venez chez moi, vous le saurez. Socialement, est-ce que je n'ai pas un comportement, en tout cas, qui aspire à la probité, à l'intégrité? C'est ça que nous prônons à l'UNIPS. Donc, vous pensez que ceux qui sont en train de rechasser le passé là, font l'erreur monumentale en vous comparant éventuellement à Thomas Sankara et son humilité, sa manière de vivre avant qu'il ne soit assassiné en 87? Mais, vous savez, on ne remplace pas du tout quelqu'un comme Thomas Sankara. Non. Thomas Sankara, c'est une icône. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer Che Guevara. Mais vous verrez que toute la jeunesse mondiale, et surtout les altermondialistes, parlent de Che Guevara, de Thomas Sankara. Mais regardez au Congo, on parle encore de Lumumba. Mais quel est le parti lumumbiste qui est arrivé au pouvoir? Il n'y en a pas. Mais nous ne sommes pas des imbéciles politiques. Nous disons qu'avec le recul, aujourd'hui, il faut conceptualiser le sankarisme de façon pragmatique, à faire en sorte que ce que Sankara a laissé comme héritage là, puisse profiter aux Burkinabés. On est parvenu à réhabiliter Sankara. Au plan politique, l'image de Sankara ne pouvait pas planer, mais la lutte est venue d'où? Les gens ont la mémoire courte. Après l'insurrection là, ceux-là même qui ont combattu Thomas Sankara, on levait le point pour dire qu'ils étaient plus sankaristes même que nous. C'est ça notre fierté aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le Faso d'Anfani. Mais je lisais un post où quelqu'un dit « Je viens d'un pays où les gens ne connaissent que Thomas Sankara ». Mais c'est ça, réhabiliter Sankara. Maintenant, si nous sommes incapables d'avoir des leaders à la trempe du président Sankara, à la gouvernance, ça c'est autre chose. Si vous nous avez donné le pouvoir, aujourd'hui, ces questions ne se poseraient pas. Donc, vous voulez toujours le pouvoir? Ah ben bien sûr, c'est pourquoi nous sommes en alliance. On travaille pour que la gouvernance du président Locmal Christian Kaboré et du Premier ministre Paul Kaba Thieba intègre ce que les Burkinabés veulent dans leur quotidien comme changement. Pouvoir manger à leur faim, boire à leur soif, pouvoir se vêtir, se nourrir. C'est-à-dire ces questions existentielles-là. Lisez le programme de Locmal Christian Kaboré, il a mis l'accent sur le capital humain. Et c'est ça qui est au cœur du programme de l'UNIPS, le capital humain. Donc, vous êtes en adéquation, voilà qui est clair. Alors, la crise qui secoue l'UNIPS, on a vu Alexandre Sankara et autres qui sont partis, est-ce que vous n'êtes pas fragilisé? Nous n'avons pas de crise. Ah bon? Non, non, non. À l'UNIPS, nous n'avons pas de crise.
Vous en êtes sûr? Oui. Est-ce qu'Alexandre Sankara est Le départ d'Alexandre Sankara ne peut pas être une crise. Mais c'est tout de même un élu national, il faut le dire. Oui, c'est un élu. Et le problème est où? Il a été élu sous la bannière du parti. Aujourd'hui, il a créé son parti. Eh bien, prochainement, il sera élu sous la bannière du PUR. Où est le problème? Le PUR n'est pas une inquiétude pour vous? Pas du tout. Combien de gens ont quitté l'UNIPS, allaient créer leur parti? Suivez leur parcours et dites-moi ce qu'ils sont devenus. Vous pensez qu'il va regretter de vous avoir quitté? Je ne le dis pas. Je lui souhaite bon vent. Est-ce que vous pensez avoir été trahi par Alexandre Sankara? Ah ben, je ne le dirai pas pour le moment. Mais vous avez l'impression que c'est le cas? Non, c'est sa liberté que je respecte. Parce qu'il n'est pas le seul à partir, il y a Farama aussi qui est parti. Est-ce que vous n'avez pas un problème de gestion? Mais vous ne savez pas comment ils sont venus au parti aussi. Vous ne posez pas la question à quel moment ils sont venus, pourquoi ils sont venus et pourquoi ils sont partis. Si vous voulez, on peut se retrouver une fois sur le plateau. On en discutera. Mais ce sont des départs quand même qui fragilisent, quoi qu'on dise, le parti. Ils n'ont pas été les premiers à quitter. Je vous ai toujours dit, la vie d'un parti politique est faite de démission et d'adhésion. Quand il y a une démission et il y a 1000 qui adhèrent, le parti se porte mieux. L'UNIPS est dans la majorité aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas craindre éventuellement un jour que l'UNIPS finalement soit phagocyté par le MPP? Phagocyté, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et pourquoi pas l'inverse? Toujours est-il que quand vous êtes des alliés, vous êtes plus forts. L'union fait la force. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Pourquoi aujourd'hui, un parti comme la CDU est un parti fort? Pour ceux qui connaissent l'histoire verront qu'il y a eu des alliances pour constituer ce parti-là qui est devenu fort. Pourquoi le CDP a été un parti qui nous a écrasés pendant 27 ans? C'est parce que de l'ODPMT, ils ont créé une synergie. Nous-mêmes, UNIPS, là, dans notre histoire, c'est ça. De l'UNIMS, nous avons fusionné avec beaucoup de partis pour être aujourd'hui UNIPS. Nous souhaitons demain aussi pouvoir fusionner. L'essentiel, c'est la cohérence et la constance dans la ligne politique que nous défendons pour qu'il y ait véritablement une alternative de changement. C'est ça qui nous intéresse. Nous nous acheminons vers la fin de ce rendez-vous. Le président Roch Marc Christian Kaboré a déclaré publiquement qu'il est candidat à sa réélection pour un deuxième mandat en 2020. Est-ce que vous allez soutenir finalement sa candidature? Oui, ça c'est une question simple. Oui, question simple. Oui, oui, allez-y. Non, mais je vais dire le congrès de l'UNIPS va certainement en aviser. Donc, tout porte à croire que c'est fini pour vos ambitions présidentielles. Pourquoi? Parce que je vais mourir demain. Si vous allez soutenir Roch Marc Christian Kaboré, ça veut dire que 2020, vous ne serez pas candidat. Et c'est parce que je dois mourir en 2020? On ne le souhaite pas. Mais pourquoi vous dites la carrière politique d'un homme comme moi, là, c'est pas à l'aune d'être président. Non, moi je ne suis pas venu en politique parce que je voulais être président. Monsieur Ouedraogo, je vous rappelle une chose. En 2005, j'ai été candidat. Je suis arrivé deuxième. Mon combat politique était d'abord de contester la légalité de la candidature du président Blaise Compaoré. Je suis allé devant les juridictions de façon démocratique. En 2010, j'ai été candidat. Je n'ai pas voté parce que la carte d'électeur était illégale. La conséquence a été que le gouvernement à l'époque a pu offrir à l'ensemble des électeurs une carte biométrique. En 2015, je suis venu grâce à la convention des sankaristes. Mais rappelez-vous de l'histoire. Donc, vous étiez troisième, vous avez même été... Enfin, non, j'ai été quatrième plutôt. Vous avez été devancé par... J'ai été quatrième. Roch Marc Christian Kaboré, Zéphirin Diabré, Tahirou Bari et Maître Sankara. Oui, même si c'était au-delà, moi ça ne me gênait pas. L'essentiel a été que... Mais c'est quand même une dégringolade pour vous. Non, quand on regarde votre parcours, 2005, 2010, 2015, vous n'avancez pas, vous régressez. Quand vous regardez, vous calculez par rapport à mon rang sur les candidats, vous oubliez beaucoup de paramètres, beaucoup de critères que vous n'avez pas intégrés. N'oubliez pas que nous avons eu quand même 5 députés. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une majorité stable à l'Assemblée nationale. C'est ça qui permet aujourd'hui de gérer le pouvoir d'État dans la stabilité que certaines veulent détruire. Et si nous avons accepté leur jeu-là, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc ça, c'est très important. Et je voulais simplement vous dire que
moi, ma vision, c'est le Burkina Faso, qui se porterait mieux dans la démocratie. Sans la démocratie, sans la liberté, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de réconciliation. Et c'est ça ma conviction et tout mon combat, d'abord, c'est pour ça. Et voici l'ultime question pour terminer l'émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos détracteurs? Est-ce que vous avez souvent eu envie d'abandonner la scène politique quand vous voyez toutes les injures, les calomnies, les médisances autour de votre personne depuis que vous avez rejoint la majorité? Je trouve ma force, ma vigueur dans ma foi. C'est tout. À vos détracteurs? En fait, je les remercie. Parce que s'ils n'existaient pas, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cette force-là et cette persévérance pour continuer. Vous savez, le journal que je lisais le plus souvent et en premier, c'était l'Opinion de Lengani, votre confrère. Et il le sait. Merci à vous, Maître Benoni Sankara. C'est moi qui vous dis merci. Ainsi prend fin donc l'émission de ce jour. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, président de l'Union pour la Renaissance, parti Sankariste, un parti de la majorité présidentielle au Burkina. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de Burkina Info. Bonsoir chez vous.